Alors, je pense qu'on est live. Hello tout le monde. Donc, hello YouTube, hello les gens qui nous écoutent en podcast, donc sur Spotify, Apple Podcast, je sais pas où. Donc, je vous préviens tout de suite, oui, je suis de retour. Oui, il y a plein de trucs trop cool qui arrivent, mais là, je suis en essai total. Normalement, il y a des gens qui devraient arriver sur TikTok. Ouais, je vois ça. Ok, trop cool. Désolé du petit retard. J'avais dit que je commençais à 21h30. Ouais, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Alors, j'avais dit que je commençais à 21h30, mais bon, tout le côté technique, je voulais faire un truc un peu cool, pas juste avoir un téléphone en mode, euh, en mode galérien, et aussi pour vous offrir une vidéo assez qualitative pour que je puisse la mettre sur YouTube et aussi sur les podcasts. C'est pour ça que j'ai un bon micro, etc. Donc, dites-moi si c'est bien niveau son, si l'image est cool. Voilà, je voulais prendre le temps de vous créer un truc assez cool. Hop, je vois que vous êtes pas mal arrivé déjà. Ok, donc quel est l'intérêt du coup de ce nouveau format? Donc on est fait nouveau format. J'ai, disons que ça fait un petit mois là, un petit quelques mois où j'ai pas trop été. J'aurais pu mieux, on va dire, m'occuper de vous en termes de contenu pour vous. On- J'ai eu plein de trucs qui m'arrivent dans la vie plutôt cool. J'ai déménagé avec ma copine à un nouvel endroit, donc il y avait plein mal de taf. Je vous prépare des petits trucs à côté, donc voilà, l'idée avec ce premier coaching, c'est que j'annonce en fait un nouveau format qui va s'appeler le coaching live, où tous les dimanches soirs, je pense qu'on va garder ce rythme-là, je vais faire un petit live comme ça, de minimum 30 minutes, on verra s'il faut faire plus ou pas. Et il sera rediffusé du coup une semaine d'intervalle sur YouTube en format vidéo comme celui-là. Donc vous pourrez regarder sur YouTube et aussi en format podcast. Donc beaucoup demandé est-ce que tu as arrêté le podcast, etc. Le truc avec le podcast, c'est que c'était un peu compliqué à mettre en place parce qu'il fallait trouver des invités, etc. Donc un peu compliqué. Et donc ça m'assurait pas une façon de vous tenir un peu en haleine avec avec du vrai contenu, quoi. Donc là, au moins, c'est un système qui permettra d'avoir du contenu un peu en permanence parce qu'on en a déjà parlé beaucoup. C'est essentiel en guérison de l'anxiété d'avoir du contenu long format. Donc vous avez mes capsules vidéo en format court, c'est cool, mais pour vraiment, et c'est pour ça que j'en voulais un peu, d'avoir un peu, de pas avoir à assurer à ce niveau-là, c'est que tu as besoin d'avoir du contenu long format pour un peu t'imprégner du mindset anti-anxiété, quoi. Donc il y a ça avec les podcasts, il y a pas mal de podcasts, mais je voulais reprendre un peu. Donc c'est vraiment un truc qu'on va mettre en place au long terme. Donc vous aurez vos petits rendez-vous tous les dimanches. L'idée c'est quoi? C'est que il y aura du question-réponse, donc je vois vos commentaires. Donc je vous ai pas dit bonjour encore, je suis désolé, je sais vraiment pas comment faire ça. Hello Sumatra, hello Michael, vous êtes trop gentils, c'est trop mignon de voir vos petits messages et c'est cool aussi de pouvoir discuter avec vous en live comme ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est que ça va être du question-réponse en général, même si parfois je viendrai avec un thème un thème particulier euh, que je voudrais un peu aborder pour un peu avoir quand même un fil conducteur à chacun des lives, pour pas que ce soit que du question-réponse, même si je serai toujours attentif à ce que vous me dites en commentaire. Et donc voilà, on verra comment ça va évoluer. De toute façon, j'attendrai vos retours, vous me direz ce que vous en pensez à chaque fois. Ok, cool. Donc, le premier sujet que j'aimerais aborder pour ce premier épisode de Coaching Live, c'est qu'il n'y a pas longtemps, là, j'ai publié une vidéo euh, qui a beaucoup fait réagir sur le piège numéro un de l'anxiété. Donc, c'est la dernière vidéo que j'ai postée, là, le piège numéro un de l'anxiété dans lequel ne pas tomber, qui est en fait tout ce qui est par rapport à le fait de positiver, en fait. Euh, et j'ai vu que ça a impacté certains d'entre vous, donc certains ont compris, mais une petite partie d'entre vous, ça vous a impacté, ça vous a affecté. Et donc je voulais revenir sur ça parce que ça, bien sûr, ça va m'arriver de faire je fais des vidéos des fois où je sais très bien que, là, comme sur ChatGPT par exemple, je sais que les gens qui sont attachés à ChatGPT et tout ça, moi je vous ai toujours dit que je vous donnerai mon avis honnête. Mais là, pour le coup, positiver, c'est vraiment important. C'est vraiment un point qui est hyper important. Et justement, ceux parmi vous qui n'ont pas compris pourquoi, quand tu souffres d'un problème d'anxiété,
tu as du coup des angoisses irrationnelles. Donc ça dépend de chacun. Ça peut être une peur d'avoir une maladie grave, ça peut être la peur de vomir, ça peut être la peur de faire un malaise, ça peut être des peurs un peu plus, qui vont un peu plus loin, comme la peur de finir en dépression, la peur de devenir fou. Il y a toujours des peurs assez centrales. Donc tout ça, c'est des peurs qui sont irrationnelles. D'accord? C'est pas des peurs qu'on va dire rationnelles. C'est quoi la différence entre une peur rationnelle et une peur irrationnelle? C'est qu'une peur irrationnelle, en gros, n'a comme seule preuve l'émotion qu'elle provoque, mais rien d'autre. Donc, par exemple, tu as peur d'avoir un cancer. Tu as fait tous les examens qu'il faut, c'est négatif. Il n'y a aucune preuve tangible que tu as un cancer. Mais il y a l'émotion très intense qui te persuade que tu en as un. D'accord? Donc, il y a une preuve qui est l'émotion que tu ressens. Et elle est très forte. Et donc, plus une émotion est forte, plus on va avoir tendance à dire, même si c'est une erreur, de se dire, OK, là, c'est valide. Cette émotion, elle est forte. Du coup, cette émotion, cette peur d'avoir un cancer, par exemple, est valide et mérite mon attention. Alors, c'est pas le cas. C'est une peur irrationnelle. Les troubles anxieux tournent autour des peurs irrationnelles. D'accord? Et donc, dans le contexte d'une peur irrationnelle, positiver est une très mauvaise idée. D'accord? Évidemment, ça fait du bien au court terme, mais ça entraîne le problème au long terme. C'est un CCR, en fait, comme tous les autres CCR. Le principe d'un CCR, donc les mécanismes de recherche de contrôle, certitude et réassurance, dont je vous parle tout le temps, qui sont vraiment les robinets qui alimentent l'anxiété. Le principe des CCR, c'est que ça te fait du bien au court terme. Donc, si on va prendre par exemple la réassurance auprès des proches, tu vas pas bien, tu as peur d'avoir un cancer, on peut changer de sujet, on peut dire que tu as peur d'être fou, de devenir fou, comme beaucoup d'anxieux au début, et du coup, tu vas en parler à tes proches, et ils vont te dire non, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Ça te fait te sentir mieux, tu te sens moins seul, etc. Donc, oui, ça marche au court terme, tu vas te sentir mieux au court terme, mais avec le temps, tu vas encore y penser. Donc, on va vraiment expliquer ça en revenant à la base théorique et à des sujets qui sont importants à savoir, des concepts dont je vous ai beaucoup parlé. Chaque peur tourne autour d'un sujet. Chaque sujet a deux critères, le poids émotionnel et le degré d'importance. Donc, si tu as peur d'avoir un cancer, si tu as peur de devenir fou, le sujet, donc cancer ou devenir fou, dans ta tête va avoir deux critères, deux notes, si tu veux, le poids émotionnel et le degré d'importance. Le poids émotionnel, ça va être en gros la façon dont ça va t'impacter émotionnellement. D'accord? Quand un sujet a un haut poids émotionnel, tu as peur de ce sujet parce que dès que tu y penses, ça t'affecte beaucoup. Tu vas beaucoup stresser, tu vas beaucoup être angoissé, tu vas beaucoup réagir ou avoir une compulsion de réagir. À côté de ça, on a le degré d'importance. Le degré d'importance, c'est la fréquence à laquelle tu vas y penser. Donc, quand tu as des pensées invasives, obsessionnelles, quand tu penses toujours aux mêmes angoisses, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, ça veut dire que tu as une fréquence de tes pensées qui est élevée. Donc, ce qu'on appelle le degré d'importance. Plus tu as un degré d'importance élevé sur un sujet, plus tu vas y penser souvent. Et donc, c'est comme ça qu'on va mesurer, en fait, le côté un peu pathologique de l'anxiété. C'est qu'il va y avoir des sujets dans ta vie qui vont avoir un haut degré d'importance et un haut poids émotionnel. Et donc, du coup, comment, en fait, tu amplifies ou alors tu diminues ces deux critères-là? Tout va être là-dessus, en fait. Quand tu guéris de l'angoisse, tout ce que tu fais, en fait, c'est baisser, en fait, ces deux critères-là, le poids émotionnel et le degré d'importance. D'accord? Positiver maintenant. Quand tu vas avoir la peur, par exemple, d'avoir un cancer. Le problème, c'est pas que c'est faux, en fait, quand tu positives sur quelque chose. Si tu as peur de devenir fou, et que tu dis, j'ai pas devenir fou, et tu trouves un peu toutes les raisons pour lesquelles tu n'as pas à devenir fou. Le problème, c'est pas que c'est faux, en fait. Le problème, c'est que tu vas augmenter ces deux critères. Quand tu vas positiver sur un truc, ça va faire la même chose que si tu avais un regard un peu négatif sur une chose. Tu vas augmenter le degré d'importance et le poids émotionnel. D'accord? C'est ça qui va te rendre plus anxieux à terme. Que tu ailles bien ou pire, au court terme, ça ne change rien en fait. Au long terme, tu vas augmenter ces deux critères-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, et peut-être parmi vous, vous me direz, ça fait peut-être un an, plus, des mois, parfois plusieurs années, où votre vie tourne autour de cette même peur à chaque fois. Donc la peur de devenir fou, par exemple, la peur de finir en dépression, la peur de faire un malaise, la peur de quoi que ce soit. D'accord? Et en fait, vous avez l'impression que des fois ça va mieux, des fois ça va beaucoup moins bien, des rechutes, comme on dit, etc. Parce qu'en fait, vous êtes sur cette stratégie où
Vous avez des méthodes qui, au court terme, vous font aller mieux, comme le fait de positiver de manière générale, mais le sujet disparaît jamais vraiment de votre tête, en fait. Donc vous allez avoir des bons moments et des, surtout, mauvais moments par rapport au sujet. Guérir de l'angoisse, c'est faire disparaître le sujet dans ta tête, en fait. Et quand j'étais anxieux, moi, je me rappelle avoir ce mindset au début où tu es en mode, je vais trouver une façon de trouver une réponse parfaite à cette inquiétude que j'ai qui me rassurera pour toujours. Sauf qu'évidemment, elle n'est jamais venue, cette réponse. Et c'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème du positiver, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais en fait, genre, oui, des fois j'y crois, moi j'avais une grosse obsession sur le fait de guérir. Donc je me disais, est-ce que je vais un jour guérir de l'anxiété ou pas? D'accord? Qui est un concept très flou en vérité. Et ben en fait, j'oscillais entre des phases où j'étais convaincu que j'allais guérir. Et vraiment, je le ressentais, j'étais à fond, tu vois. J'étais vraiment en mode, c'est cool, ça va passer, je suis trop content. Et je sentais vraiment un rush de sérotonine, dopamine, peu importe. Et à côté de ça, en alternant, j'avais ces gros moments de down où j'étais en mode, je vais jamais y arriver en fait. C'est ma vie, et ma vie elle est finie, ça sera comme ça, j'en sortirai jamais, etc. Et c'est vraiment quand j'ai capté ce truc de positiver, où j'ai compris qu'en fait, ça servait à rien de positiver. Et qu'en fait, c'était peut-être ça qui alimentait le problème. Et c'est là où petit à petit, un peu de la même façon dont j'ai abordé tous mes autres CCR, j'ai compris qu'en fait, positiver, qui est pas vraiment un CCR, c'est un peu un état d'esprit bizarre qu'on va avoir, où on va vouloir en fait répondre d'une manière positive à l'angoisse. Et ben, j'ai compris à quel point c'était central en fait à l'alimentation de mon anxiété. Et donc, je le répète, le problème de positiver, c'est pas que c'est faux ce que vous dites. Je suis pas en train de vous dire arrêtez de vous dire que vous allez guérir. C'est pas ça que je vous dis. Vous allez guérir. D'accord? Ça, je serai là tous les jours pour vous le répéter. Vous avez à 100% la possibilité de guérir complètement d'un trouble pathologique d'anxiété. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. D'accord? Mais, si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a une raison. Si vous êtes bloqué, c'est qu'il y a une raison. Et là, l'ego peut prendre un coup, c'est que vous faites quelque chose de mal. Et c'est ça qui est hyper traître avec l'anxiété, c'est que ce qui alimente l'anxiété, c'est ce qu'on pense nous aide contre elle. Quand tu comprends ça, quand tu comprends que c'est ce qui alimente l'anxiété, c'est tout ce que tu fais pour t'aider contre elle, tout change. Et c'est là où tu commences enfin à comprendre ce que tout le monde veut dire par lâcher prise, etc. D'accord? Donc voilà, j'ai un peu fait le tour. J'espère que ça vous parle un peu plus. J'ai déjà 200 messages, je suis désolé, je vais pas pouvoir tous vous répondre. Mais voilà, l'idée, alors je vous garde un peu. Ouais, voilà, je sens que vous entendez bien. Voilà, exactement. Pas très bien. Il y a Ilona qui dit une bataille quotidienne. C'est exactement ça. Quand tu pars dans l'anxiété avec cette notion de je dois positiver contre elle, tu pars en bataille contre elle. Et tu vas gagner des batailles, des fois tu vas en perdre. L'idée, c'est de lâcher les armes et être en mode, c'est bon, je me bats plus en fait. Et qu'est-ce qui va se produire? Parce que c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui se produit quand tu arrêtes de positiver, d'accord? Parce que ça va pas forcément être confortable, du tout même. Quand tu positives, enfin quand tu arrêtes de positiver, tu vas avoir, et je me rappelle très bien quand j'ai commencé moi à explorer cette option, cette impression que tu laisses gagner l'anxiété. Tu te dis, là, j'ai peur de jamais guérir de l'anxiété. Si je suis pas là à me rassurer, à me dire les raisons pour lesquelles je vais y arriver, j'avais cette impression très abstraite que l'anxiété allait s'emparer de moi, que j'allais la laisser prendre le dessus, parce que je serais plus là à la contredire. Et donc au début, ça m'arrivait, pas tout le temps, mais dans les premières semaines où j'ai commencé à faire ça, à être déprimé parfois. Ça m'arrivait d'avoir des moments où j'étais en déprime. Ça m'arrivait d'avoir des moments où j'étais triste. Ça m'arrivait d'avoir des moments où j'étais découragé. Et c'est ça le plus beau cadeau que ça m'a appris tout ça, c'est que ça ne voulait rien dire en fait. Même si j'étais déprimé toute la soirée ou pendant une semaine que j'allais jamais guérir, ça n'a pas changé le fait que oui, j'ai guéri, tu vois. Les émotions n'ont pas toujours raison, surtout quand c'est un processus de sevrage. Et donc le début est un peu compliqué. Mais quand même, tu vois, au fond de ma tête, je me disais, j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc là-dedans. Il y a un truc qui fait que, oui, je suis un peu déprimé, mais au moment, je suis plus anxieux, quoi. C'est pas faux au début de se dire ça, mais je sentais qu'il y avait un truc inconfortable chez moi, mais c'était pas de l'anxiété.
C'était pas de l'agitation cognitive. C'était pas cette impression qu'il y avait ce truc-là qui m'envahissait, etc. C'était plus une émotion qui était là, qui piquait un peu, mais c'était beaucoup plus facile. Et avec le temps, et là, c'est flou, hein, c'est progressif. Je regardais en arrière et de semaine en semaine, j'étais en mode, mais en fait, je vois plus comment l'anxiété peut revenir, en fait. Alors que j'avais juste arrêté de positiver. C'est complètement contre-intuitif, j'en ai 100% conscience. J'essaye un peu de vous expliquer avec tout ce qui est degré d'importance, poids émotionnel, un peu la neuroscience qui est empirique de comment ça fonctionne, mais voilà. Donc l'idée, c'est quoi? Essayez. Essayez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est la raison pour laquelle j'ai exploré cette option-là, c'est que j'avais parlé à ma psy, je lui disais, j'avais parlé de cette peur de guérir, et ma psy, qui était top, elle n'était pas du tout dans une optique de réassurance, elle était en mode, bah ouais, ça fait peur. T'imagines, de jamais guérir, ça fait peur, tu vois. Donc je suis en mode, mais c'est pas ce que j'avais besoin à l'époque. Et à un moment, elle m'a dit, mais Arthur, pourquoi tu veux pas t'autoriser à aller mal, en fait? Juste temporairement. Tu dis, vas-y, là, pendant un mois, tu te donnes le droit de pas aller bien. Et ça m'a un peu frappé directement, cette idée de t'autoriser à ne pas aller bien, tu vois. C'est là que j'ai compris qu'en fait, oui, pour moi, c'était important de pas aller mal, parce que aller mal, j'associais ça au fait de reculer dans ma guérison. Donc ça, je vous en parle souvent. Quel est le bon indicateur de guérison de l'anxiété? C'est pas comment tu te sens. Beaucoup, trop d'entre vous encore, pensent que tu guéris quand tu te sens bien et que tu recules dans ta guérison quand tu te sens mal. C'est pas vrai. C'est pas comme ça fonctionne du tout. Et donc, du coup, petit à petit, je me suis dit, OK, vas-y, elle m'avait dit ça plusieurs fois, je n'avais pas écouté, évidemment. Au bout d'un moment, je suis en mode, bon, là, rechute, j'étais pas bien. Je suis en mode, mec, c'est bon, j'en ai marre, faut changer un truc. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, autorise-toi un mois à juste pas aller bien et tu feras le point le mois suivant, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'est un peu, je vous donne un peu ce que moi j'ai fait, essayez de partir dans cette optique-là de, bah, autorisez-vous à pas aller bien, autorisez-vous à avoir tous les symptômes possibles. Je vais vous parler de DPDR, autorisez-vous à avoir de la DPDR, d'accord? Et dites-vous juste un mois, et vous reprendrez après si vous voulez, juste un mois, je n'essaye pas de positiver. Je n'essaye pas d'aller mieux. Je n'essaye pas de dire du positif en retour. Et je me dis, j'ai passé un mois de merde, en gros. C'est chiant, je me rappelle, la décision c'est pour ça que j'étais un peu déprimé au début, c'est que, waouh, c'est dur, quoi. Tu vois, de te dire, vas-y, j'ai passé un mois nul. Et genre, je renonce à tout espoir de passer un mois bien, mais au moins, peut-être j'essaie un truc et on verra si ça marche. Et c'est clairement un avant et après. Il y a un avant et un après cette décision dans ma guérison. Après, ça a tout été une histoire de réussir à appliquer ça dans tous les domaines de peur que j'avais. Et maintenant, c'est ça qui fait que je me sens complètement à l'abri de ce trouble anxieux, c'est que je suis en mode, mais tant que t'es pas là à essayer de contredire en fait tes émotions, elles vont partir, elles vont pas rester en fait. Tu vas pas les entretenir, tu vois. C'est ce que j'appelle l'honnêteté émotionnelle, le fait de juste être honnête émotionnellement. Et un moteur de l'anxiété, c'est justement la malhonnêteté intellectuelle. On se dit, alors qu'on n'est pas bien, mais si on est bien. Alors qu'on n'est pas bien, on est en crise d'angoisse, on se dit non mais c'est bon, ça va. Non, quand ça va, ça va, quand ça va pas, ça va pas. Et je sais que c'est super dur quand t'es anxieux parce que là les symptômes et tout ça c'est super chaud, mais quand tu commences à aller dans cette direction, tu remarques qu'il y a une chose qui disparaît, la chronicité du problème, le fait qu'il perdure dans le temps. Le problème, je vous le répète, c'est pas que vous ayez des symptômes, c'est pas que vous soyez anxieux, c'est pas peu importe l'intensité de votre anxiété. Le problème, c'est que ça ne part pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est que ça fait des mois que ça dure, des semaines que ça dure, parfois même des années que ça dure. C'est ça le problème. D'accord? Et donc, ce qu'on veut faire, couper, en fait, c'est couper la racine, l'herbe sous le pied de l'anxiété plutôt que d'essayer de se battre contre elle. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que j'ai un peu plus éclairé le sujet par rapport au fait de positiver. De toute façon, il faut que vous essayez. C'est seulement comme ça que vous pourrez avancer, c'est en prenant des risques, parce que ça, vous allez vraiment prendre ça comme un risque, en fait. Et c'est aussi, vous allez vous dire, ouais, je prends le risque là d'arrêter de positiver contre mon anxiété, et je me confronte du coup à cette peur de la laisser gagner, comme je vous ai parlé de ça, cette peur de cette impression de si je suis pas en train de lui répondre, elle va gagner. Donc c'est un risque, mais dans la vie, il y a tous les meilleures choses de la vie de toute façon se trouvent derrière des risques.
Et puis après, ça reste un risque assez mesuré parce que vous pouvez juste à vous dire, j'essaie un mois et après, je verrai, quoi. Donc voilà, petite clarification sur le fait de positiver contre l'anxiété. J'espère que ça, ça vous parle, ou en tout cas, ça vous parle un peu plus qu'avant. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est voir un peu vos petits messages. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment un boomer, moi, par rapport à tout ça. Comment je regarde le chat, là, c'est tout petit. Hop. Oula. Ok. Coucou Pete. Coucou Henri. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Dites-moi, hein, si vous n'avez pas encore posé, posez vos questions. C'est un sujet que vous voulez que je clarifie. Donc pendant que je laisse les gens écrire, ceux qui nous suivent sur YouTube, ceux qui nous suivent sur la plateforme de podcast, si vous voulez être en live, ça se passe sur TikTok, ça se passe tous les dimanches soirs à 21h30. Euh, et tout le monde peut venir et puis participer, quoi. Ok. Alors, voilà. Donc là, un truc intéressant qui a un rapport avec ce que j'ai dit. Donc c'est Anini qui me dit comment ne pas sombrer en dépression avec l'épuisement de se battre. Donc on est vraiment sur la peur que moi je me rappelle avoir, cette peur de finir en dépression. Toi, tu es une personne anxieuse, d'accord? Il faut que tu comprennes que si tu es sur ce live, il y a deux types de personnes, des gens avec une tendance anxieuse et des gens avec une tendance dépressive. D'accord? C'est un spectre, les gens vont plus avoir une tendance à aller vers l'anxiété ou la dépression quand il y a une insatisfaction dans leur vie. La dépression que tu ressens, parfois même quotidiennement, c'est ce qu'on appelle une dépression post-anxiété. Donc c'est pas un ralentissement moteur comme il l'est dans une vraie dépression, c'est tout simplement la conséquence d'avoir ressenti de l'anxiété pendant une période assez étendue dans le temps. D'accord? En gros, tu as drainé ton cerveau. Et donc moi, je me rappelle, quand je passais toute la journée à être angoissé, je revenais le soir, je faisais mon sport quand même parce que ça m'aidait beaucoup, mais je revenais du sport, j'étais rincé. Et donc c'est là où j'ai découvert ce qu'on appelle l'anédonie. Donc l'anédonie, c'est quoi? C'est l'absence d'émotion. En gros, c'est cette impression que rien ne te donne envie. Il y a un peu une disparition aussi des émotions négatives, mais surtout la disparition des émotions positives. Donc c'est similaire clairement à un sentiment de dépression. Et moi, c'était systématique. Moi, au début de mon anxiété, c'était systématique. Je savais que tous les soirs, j'allais être déprimé, quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle une dépression post-anxiété. Quand tu es marqué par ça, c'est traumatisant, tu vois. Et surtout pour les gens qui, au fond, aiment la vie, c'est tous ces gens-là que ça va beaucoup affecter. Tu vas avoir cette peur qui va se développer, d'avoir peur de tomber en dépression. Donc, c'est une des peurs principales que j'avais. Et c'est ça, en fait, tu vois, qui t'empêche de lâcher prise. C'est ça qui t'empêche de, comme je te dis, arrêter de positiver. Parce que tu te dis, si j'arrête de faire quelque chose, moi, cette peur va se réaliser d'elle-même, tu vois. Ça va arriver tout seul. Et donc, encore une fois, là, ça va être une prise de risque, ça va être un saut de la foi, ça va être à toi, en fait, de dire, je vais essayer différemment les choses. Je vais essayer, bah, du coup, en fait, la réponse est dans ta question. Comment ne pas sombrer en dépression avec l'épuisement de se battre? Arrêtez de battre. Mais la douille dans ce arrêter de se battre, c'est qu'en arrêtant de te battre, au court terme, tu vas pas être bien. Et tu vas devoir renoncer à des possibilités d'aller mieux rapidement avec des CCR, quoi. Que ça soit en positivant, avec de la réassurance, ChatGPT, tout ça, quoi. Donc arrête de te battre. Mais comprends qu'arrêter de se battre, c'est pas quelque chose qui va être agréable émotionnellement directement, tu vois. Mais tu peux même être un peu déprimé au début, quoi. Et donc ça, justement, il faut avoir la foi parce que tu as peur d'être fini en dépression. Le fait de arrêter de te battre va causer des symptômes un peu dépressifs chez toi. Et donc, tu peux avoir ce truc de rebondir et te remettre à battre. Non, là, il faut que tu trustes le process et que tu te dises, vas-y, je me donne une semaine, un mois, ce que tu te sens capable de donner. J'essaye ça, d'arrêter de positiver. Tu vas comprendre qu'en arrêtant de positiver, tu vas arrêter de te battre, justement. Et après, tu verras, comme par hasard, beaucoup moins de jours où j'ai cette dépression post-anxiété. Parce que logique, tu as arrêté d'alimenter ton corps en anxiété, quoi. Donc voilà. Mais ça me parle beaucoup, hein, cette peur-là. Je l'ai beaucoup eu moi aussi, hein. Donc je t'envoie toute la force. Hop. J'ai une autre question. Balandra qui me dit, coucou, quand je suis anxieux, je me dis, c'est comme ça, sauf que je sens bien que ça me rassure. C'est ça. En fait, ça c'est un truc.
qui est assez fréquent. C'est que tu vas un peu prendre la méthodologie comme une méthode de réassurance, quoi. Tu te dis, si je me dis ça, peut-être qu'au court terme, je vais aller mieux, quoi. C'est ça la différence, en fait, à comprendre. C'est que ne fais pas quelque chose pour aller mieux tout de suite. Même si tu fais la meilleure chose au monde, tu vois, même si tu fais la meilleure décision que tu pourrais, ou même si tu journales, même si tu médites, les deux choses, les meilleures choses que tu peux faire par rapport à ta gaz d'anxiété, et que tu le fais en te disant, bah, ça me permet d'aller mieux au court terme, ça va t'empirer ton problème, justement. Il faut que ta décision d'acceptation soit une vraie acceptation honnête, que le moment présent, là, le court terme, va être nul, en gros. Et qu'il faut accepter ça. Et qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour aller mieux tout de suite. C'est vraiment important, ça. C'est une bonne question. C'est vraiment important. Ce qui va vraiment t'orienter dans la bonne direction, c'est comprendre ce truc-là que, en gros, les bonnes décisions en guérison de l'anxiété, c'est des décisions où tu renonces, tu sacrifies un peu le moment présent pour l'avenir, tu vois. Plutôt que l'inverse où tu vas en gros choisir la facilité au moment présent en espérant que ça marche. On est à peu près toujours sur les mêmes intentions qui, dans tous les cas, euh, mènent à différents CCR. Mais un CCR est toujours déployé avec cette intention. Je veux aller mieux maintenant. C'est quand tu arrêtes de vouloir aller mieux maintenant, tu peux vouloir aller mieux. Mais au long terme, là, ça change tout. Tu vois. Là, tout de suite, les décisions que tu veux prendre sont bien mieux. Tu vois. Ok. Quelle autre question? Alors, pour l'hypocondrie et l'anxiété, quel est le meilleur spécialiste que je pourrais voir, s'il vous plaît? Moi, je suis très fan des psychologues en TCC. Donc, il y a un registre que vous pouvez vérifier. Si vous faites mon test de début de guérison, donc si vous êtes sur mon profil, vous verrez en cliquant sur mon Linktree, donc le lien en dessous de notre profil, il y a un lien qui s'appelle le test de début de guérison, où c'est un formulaire que vous remplissez, qui en fonction de vos symptômes vous crée un PDF un peu récapitulatif de là où vous en êtes et ce qu'il vous reste à faire. Au tout début, vous verrez en gros le disclaimer qu'il faut que vous ayez un suivi par un professionnel. Et j'ai mis un lien sur tous ceux qui sont référencés officiellement TCC. Donc c'est des psychologues, des praticiens qui sont formés à la pratique de la TCC, donc la thérapie cognitive comportementale. La méthode CCR, donc ma méthode, c'est la TCC, en fait. C'est une forme de TCC. Et donc, eux, ils sont formés avec, eux, une expertise académique. Moi, j'ai une expertise empirique. Eux, c'est une expertise académique. Et ça, je vous le dis, je vous le répète, mettez toutes les chances de votre côté. Combinez expertise académique, donc des gens qui ont fait médecine, qui ont fait une formation académique, et des gens qui ont une expertise empirique comme moi, donc des gens qui ont vécu la situation. C'est vraiment mélanger les deux qui vous apportera les meilleurs résultats, quoi. Ok. Quoi d'autre, quoi d'autre? Le sport, ça aide de fou. 3 fois par semaine, par exemple, c'est super. T'as entièrement raison, Tat. Moi, faites pas l'erreur que moi j'ai fait de partir dans l'excès. Moi, j'en faisais 5 fois par semaine à un moment, ça me drainait. Soyez raisonnable. Un jour sur deux, vous faites votre sport. Mais faites pas ça tous les jours, justement, comme je vous l'ai dit, peu importe la chose que tu fais, peu importe aussi sain que c'est, si tu le fais dans une optique de je fais ça pour aller mieux maintenant, ça va se retourner contre toi. Quoi d'autre? Euh, Tu pourrais aider pour les pensées intrusives, s'il te plaît. Ouais, plaisir Emma. Donc il y a 3 piliers à l'anxiété. La certitude, le contrôle et la réassurance. D'accord? CCR. Quand on parle de la nature invasive d'un symptôme, donc d'une pensée, le fait qu'elle reste dans ta tête et qu'elle ne parte pas, et que tu aies cette impression justement qu'elle est invasive, justement, c'est vraiment le premier pilier, la certitude qui rentre en jeu. Tout ce qui est lié à l'obsessivité en anxiété, tout ce qui est lié à l'invasivité en anxiété, c'est quand tu vas rechercher une certitude. Et donc les gens comme toi qui ont des pensées intrusives obsessionnelles, il faut que tu te penches en particulier sur ton besoin exagéré de certitude. Pourquoi tu as un besoin exagéré de certitude? C'est que tu ne veux pas accepter l'inconfort qui vient avec l'incertitude. Moi, je t'ai parlé que toi au début, quand on me disait, bah, c'est pas sûr. Tu vois, moi, ma psy, elle me disait ça. Elle me disait, tu peux guérir de l'angoisse, mais je peux pas t'assurer que toi, tu vas guérir. Donc, c'est très difficile à comprendre, à accepter ça, tu vois.
Mais une fois que tu acceptes ça, tu te dis, OK, en fait, l'incertitude, c'est un inconfort, c'est une émotion négative comme une autre, un truc que je dois juste accepter et tanker sur le moment. Là, j'ai aucune garantie qu'on peut me donner que je vais guérir à 100%. Oui, ça fait peur, mais c'est pas un problème. Oui, je ressens une incertitude sur le fait que je vais y arriver. Oui, c'est négatif les deux, mais les deux ne sont pas un problème en fait. Ce qui va transformer ça en problème, c'est quand toi, tu vas te battre avec ces deux choses-là en voulant chercher une certitude. Donc c'est là où tu vas commencer à faire du listing de réassurance. Donc c'est le mécanisme de CCR numéro 12 où tu vas lister des positifs et des négatifs par rapport à une peur que tu as. Donc j'ai peur de guérir un jour, de jamais guérir un jour. Si tu vas guérir parce que nanana, parce que nanana, ah mais oui, mais il y a ça aussi qui est plutôt dans le sens inverse, etc. Et ça va nourrir ton angoisse. C'est toujours ça, c'est que tu veux pas accepter le fait que ne pas être sûr, c'est difficile à vivre émotionnellement. Et donc, du coup, tu mets en place une stratégie où tu vas essayer de trouver cette certitude. Et en faisant ça, en voulant trouver cette certitude, tu cogites, tu mets en place des CCR qui alimentent ton angoisse. D'accord? Donc, revois la liste des CCR cognitifs, surtout, et dis-toi lesquels tu fais en effet avec cette option, cette optique de je veux trouver une certitude à 100%, en fait. Je cherche quelque chose à 100%. Et, euh, et tu verras que normalement, hein, quand tu comprends ça, à partir du moment où tu t'acceptes la peur de l'inconfort de l'incertitude, la nature invasive des pensées, euh, c'est un problème que tu vas régler assez rapidement. Ok, quoi d'autre? On va voir un peu. Ouais, ouais, la TCC, ça marche vraiment bien. Pour moi, c'est l'une des. Après, tu vois, quand tu dis TCC, ça va dépendre du praticien avec qui tu travailles, tu vois. Donc, il y aura des bons praticiens, des moins bons praticiens. Une méthode, tu vois. Mais le concept de la TCC, oui, c'est clairement ce qui a apporté le plus de résultats par rapport aux troubles anxieux précisément. Quoi d'autre, quoi d'autre? Il y a Pete the Boss qui dit, je trouve que le journaling, c'est vraiment relou. Je sais, et je sais. Et Pete, là, dans ton message, t'as la raison pour laquelle tu bloques en ce moment ta guérison. C'est que tu résistes au truc de journaling. C'est toujours dans un truc comme ça où tu remarques comment tu pourrais avancer. Là, Pete, si tu veux des progrès, c'est très rapide, hein. Fais ton journaling même si c'est chiant. Ça, de toute façon, si vous voulez, à chaque fois que moi j'ai déjà eu mes premiers clients avec qui j'ai après fait un peu le point pour voir qu'est-ce qui a fait qu'ils ont guéri, etc. Donc il y a un podcast, je crois que c'est le podcast numéro 5 de En finir avec l'anxiété que vous avez sur le plateforme de podcast où je discute avec Orlan, donc c'est une de mes premières clientes qui a maintenant guéri. Pourtant, elle avait un parcours qui était vraiment compliqué. On a fait un peu le point sur, OK, qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour toi? Qu'est-ce qui a fait que, pour toi, qu'est-ce qui fait, grâce à quoi tu as guéri? Elle me dit, c'est le journaling. Et le premier truc qu'elle m'a dit, c'est ça. C'est, j'ai fait mon journaling tous les jours. C'était chiant, des fois. Des fois, ça faisait du bien, parce qu'il faut aussi que tu vois, Pete, que des fois, le journaling, ça fait du bien quand même, tu vois. Mais des fois, c'est chiant, des fois, t'as pas envie de le faire. Mais c'est un truc qui revient tout le temps. Donc, si vous êtes là et que vous faites pas de journaling encore quotidiennement, qu'est-ce que vous faites? Je sais que c'est chiant, j'en ai conscience, hein. Mais avoir un trouble anxieux, c'est plus chiant. Donc remettez en place. Anini qui dit journaling, j'ai tendance à raconter ma vie à moi-même. Il faut que tu aies une structure. Il faut que tu aies une structure. Donc c'est moi ce que j'appelle le journaling actif anti-anxiété, où c'est en 3 étapes. Donc vous avez ça dans le starter pack. Première étape, tu vas synthétiser tes peurs. Donc tu vas sur une feuille, en gros, dire voilà les peurs que j'ai en ce moment. Donc j'ai peur de finir en dépression, j'ai peur de devenir fou, j'ai peur de jamais guérir. Après, ça peut être autre chose. Tu vas voir à bout d'un moment que tu vas avoir en général 5 peut-être 10 vraiment maximum 10 peurs. Mais tu vas voir qu'en fait, t'as pas beaucoup de peurs quantitativement. Tu vois. Et du coup, tu es en mode, ok, bah voilà, moi, voilà de quoi j'ai peur, voilà ce qui alimente mon trouble. À côté de ça, deuxième étape, tu vas prendre chacune des peurs une par une. En général, tu prends celle qui t'affecte le plus en ce moment. En général, tu as une peur qui t'affecte le plus en fonction de tes journées. Et tu vas prendre cette peur-là. Donc, nous, on va prendre la peur de jamais guérir. OK? Deuxième étape du journaling, tu vas te dire, OK, j'ai peur de jamais guérir. Et donc maintenant, je vais voir de quelle façon je mets en place de la certitude, du contrôle ou de la réassurance. Donc,
J'ai peur de jamais guérir, alors je me réassure en trois petits points. Et là, tu brainstorm. J'ai peur de jamais guérir, alors je veux m'assurer qu'un jour je vais guérir en trois petits points. Là, on recherche tout ce qui est par rapport à la certitude. Et j'ai peur de jamais guérir, alors je veux à 100% contrôler que ma guérison se passe bien en trois petits points. Donc, tu vois, on n'est pas du tout sur du descriptif des conséquences de ta vie, de ce que l'anxiété t'apporte, tu vois. On est vraiment directement sur l'alimentation. Qu'est-ce que moi je fais quand ces peurs réagissent? Et qu'est-ce que je fais pour obtenir du contrôle, de la rassurance, de la certitude? Ça va t'orienter, du coup, vers les 22 CCR. Donc, tu vas trouver des comportements, du coup, c'est marrant, c'est dans la liste des 22, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, tu accumules de plus en plus d'informations par rapport à tes CCR. Donc, quand tu guéris l'angoisse, tu as deux CCR, deux types de CCR. Donc, deux types de recherche, de contrôle, certitude et réassurance qui alimentent ton trouble. Les CCR physiques, donc ça va être tout ce qui va être rechercher sur Internet, demander de la réassurance auprès d'un proche. Ça peut être tout ce qui va être les pratiques de guérison ou de prévention, donc les techniques de respiration, le fait de prendre de la fleur de bague, de je sais pas quoi, prendre des compléments alimentaires. Donc, tu vois, c'est des décisions physiques que tu prends. Là, le journaling, c'est un peu à rien. Une fois que tu as compris ce que tu fais et que tu devrais arrêter de faire, là, c'est une sorte de décision d'arrêter. Le journaling va surtout te servir pour tes CCR cognitifs. Donc, les CCR cognitifs, c'est tout ce qui va être le crystal bowling, par exemple, donc le fait de prédire le futur. Quand tu es en train de prédire le futur, chose que beaucoup de gens parmi vous font, j'imagine, tu fais un CCR cognitif. Donc, c'est pas un truc physique que tu fais, c'est dans ta tête, tu vois. Pareil avec le chercher à comprendre, ou le listing de réassurance, ou la réassurance neurolinguistique. Donc, soit réassurer avec des arguments, soit te réassurer avec des phrases positives qui vont émettre une émotion positive, tu vois. Là, c'est plus du tout pareil, tu vois. Tu peux pas avoir cette stratégie où tu te dis, vas-y, je dois arrêter de le faire. C'est mental. Tu peux pas t'arrêter de faire mentalement quelque chose parce que le cerveau humain ne connaît pas la négation. Quand tu dis à ton cerveau, pense pas à une tomate rouge, lui, ce qu'il comprend, c'est pense à une tomate rouge. Tu dois utiliser l'effet Game of Thrones. Donc, ça, c'est beaucoup de termes techniques. L'effet Game of Thrones, c'est quoi? Si vous ne le savez pas encore, c'est l'émergence d'un désintérêt, d'une sensation ouais, de démotivation, de manque d'envie. Un peu comme quand tu te fais spoiler le dernier épisode de Game of Thrones, et du coup, qui va faire que tu vas pas vouloir engager envers l'activité, parce que tu sais ce qui se passe. En gros, tu as une connaissance du déroulement des événements, tu sais ce qui se passe dans l'épisode, et donc du coup, tu n'as pas envie de le regarder. Exactement la même chose peut se produire avec tes mécanismes cognitifs. Si tu comprends exactement la façon dont tu prédis le futur, à la phrase près, parce que tu verras que c'est toujours la même chose que tu dis dans ta tête, et bah, évidemment, tu vas être en mode, bah, en fait, je sais ce qui va suivre. Là, je vais me dire ça, après, je vais me dire ça, après, je vais penser à ça, après, ça va me faire stresser parce que ça. T'es en mode, vas-y, la flemme, quoi. Et automatiquement, malgré toi, ça va surgir. C'est ça qui fait que tu arrêtes les CCR cognitifs. Et ça, tu le fais que d'une façon, journaling. Donc, ouais, journaling, il faut vraiment que tu t'y mettes. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Dites-moi en commentaire sur YouTube euh, ou sur les podcasts si vous pouvez, ce que vous pensez de ce format. S'il faut faire plus de questions-réponses ou s'il faut plutôt que je pars sur un sujet et comme j'ai fait au début, donc j'essaie un peu de faire les deux. Ok, on a Sumatra qui me demande, Arthur, comment as-tu repris les voyages? Bah, j'ai repris les voyages. Moi, le premier voyage que j'ai repris, en plus, c'était un gros truc. C'était un voyage en Californie. Donc, avec des amis, on a voulu aller en Californie un été. J'avais peur de l'avion, donc ça, c'était chiant. Euh, c'est là où c'est la première fois où j'ai enfin arrêté avec ma peur irrationnelle des médicaments. On en parle souvent des médicaments, je vous mets en garde contre l'addiction au benzo, mais je vous dis, l'idéal, c'est de ne pas souffrir pour rien. D'accord? Moi, par exemple, j'ai pris 2 plaquettes en tout dans ma guérison d'anxiolytique. D'accord? Et bien justement, en voyageant, j'en ai pris. Et je me suis dit, vas-y, mets en pause une semaine, prends un anxio par jour pendant une semaine, et voilà. Puis après, est-ce que ça fait une différence? Je sais pas. Je sais juste que c'est toujours les voyages, moi, qui m'ont. C'est toujours les voyages qui m'ont fait
faire un bond en avant. Parce que quand tu voyages, tu sors ton environnement habituel. Quand tu sors de ton environnement habituel, tu vas avoir des challenges, mais tu vas aussi avoir des bons côtés. Donc, il faut que tu saches que quand tu voyages, tu vas avoir à la fois des très bons aspects, des trucs cool. Tu vas te changer les idées, tu vas découvrir des nouveaux intérêts, des nouvelles sources de plaisir dans ta vie en voyageant. Mais tu peux aussi avoir des éléments challengeants. Et via les éléments challengeants, une fois que tu es en voyage, tu es obligé de t'y exposer et tu ressors toujours grandi. Toujours. Moi, je sais qu'à chaque voyage, je revenais toujours avec une impression d'avoir fait un bond en avant dans ma guérison, tu vois. Donc, écoute, si vraiment tu as une grosse angoisse d'anticipation par rapport au voyage, c'est ça qui peut être très chiant. Écoute ton médecin pour le coup. Si prescrit, il te dit, voilà, t'as cette option des anxiolytiques ponctuels. Donc, c'est des anxiolytiques qui sont pas dans un traitement que tu prends tous les jours pendant X mois. Mais voilà, c'est des anxiolytiques que tu peux prendre quand ça va pas. Tu te prends ça et tu dis le jour même, j'en prends. Quand je pars, en général, c'est le départ le plus dur. Après, tu vois, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'en avais pris le jour du départ. J'en ai même pris deux parce que dans l'avion, vraiment, c'était chaud. Après, j'en ai pris avec le jet lag parce que j'étais un peu, du coup, décalé. Ça nourrissait l'angoisse. Mais au bout d'un moment, après, j'oubliais, quoi. Parce que juste le voyage et le changement d'idée que ça m'a fait que je pensais même plus à mon anxiété, tu vois. Mais voilà, n'hésite pas à avoir cette béquille. Euh, Il faut le faire pour devenir addict au benzo quand même. Faut vraiment faire 12 semaines, tous les jours, sans s'arrêter. Donc c'est beaucoup. T'as de la marge, tu vois. T'as de la marge. Donc si tu veux avoir cette béquille où tu te dis, OK, je pars en voyage, mais j'ai cette béquille des anxiolytiques si besoin, c'est le merveille. Ok, on va voir un peu d'autres questions. Est-ce que tu peux parler de déréalisation? Il y a Spo qui me dit ça. Donc la déréalisation, ce fameux, ce fameux symptôme où tu perds cette sensation de connexion avec la réalité. Donc la DPDR, en gros, hein, c'est le plus gros symptôme de l'angoisse. Pourquoi c'est le plus gros symptôme de l'angoisse? Parce que c'est littéralement le symptôme plafond. C'est le symptôme qui se met en place quand tu as trop de cortisol dans le sang et que ton cerveau est en mode, OK, là c'est trop, faut arrêter en fait cette sécrétion de cortisol. Et du coup, il coupe la connexion entre tes sens et ton conscient pour plafonner tes niveaux d'anxiété. C'est vraiment le mécanisme est fait pour ça. Sauf que quand tu as un besoin exagéré de contrôle, ça matche pas du tout. Et donc, tu vis très mal le symptôme, etc. Donc, première idée, c'est ça. C'est de comprendre qu'il n'y a rien, en fait, intrinsèquement, de négatif au fait d'être déréalisé. Le fait d'être déconnecté de la réalité, c'est neutre en soi comme événement. Ce qui rend l'événement négatif, ça va être ton interprétation que tu vas le faire. Et un exemple que je donne énormément par rapport à ça, c'est tu as déjà été bourré avec des potes, tu vois. Et tu as passé un très bon moment, mais quand tu es bourré, tu es loin de la réalité, tu vois. Tu as cette déconnexion de la réalité. Pourtant, c'était un bon moment, tu vois. Donc, ça ne veut pas dire que tu es déconnecté, que c'est une mauvaise chose. La raison pour laquelle c'est une mauvaise chose, c'est que tu as un besoin de contrôler les choses qui est exacerbé. Et c'est ça qui fait que tu vis mal la chose. Et donc, explore cette idée. En gros, explore l'idée de OK, je suis déréalisé, mais est-ce que c'est un problème? Oui, c'est chiant, mais est-ce que c'est pas, ça serait pas juste chiant en fait, tu vois? Est-ce que c'est vraiment catastrophique? Est-ce que c'est terrible à ce point-là? Ou en fait, c'est juste que bah, j'ai pas de contrôle sur la situation. Donc c'est comme ça que et c'est chiant. Donc c'est comme ça que tu vas commencer à changer ta vision de la déréalisation et de ne plus autant l'aggraver. D'accord? Maintenant, l'idée, c'est que ça se produise pas du tout. T'es d'accord? Parce que pour arriver au stade où tu as la déréalisation, c'est que tu mets en place beaucoup de CCR. Et donc, tous ceux parmi vous là qui faites de la dépersonnalisation et de la déréalisation et qui me demandaient d'en parler, vous êtes des gens qui peut-être commencez à me suivre ou m'ont regardé mes vidéos par-ci par-là, mais vous n'avez pas encore sérieusement mis en place la stratégie de la méthode CCR. Donc, d'identifier les 22 mécanismes de CCR pour les arrêter. Et donc, c'est la base, ça. C'est la base de tout. Dès que tu as un problème avec l'anxiété, il faut que tu reviennes à ça. C'est quoi les 22 mécanismes, lesquels je fais
et lequel je peux arrêter, tu vois. Et en coupant les robinets, bah, il n'y a plus d'angoisse, donc il n'y a plus assez d'angoisse pour avoir des PDR ou quoi, tu vois. Donc, c'est quand même une réponse assez simple, tu vois. Je sais que tu vas vouloir trouver des solutions un peu plus faciles, je comprends, parce que c'est super chiant, la dépersonnalisation, mais ça restera comme ça si tu ne changes pas ta stratégie, tu vois. Donc là, il faut que tu acceptes que temporairement, tu vas encore un peu avoir de la DPDR, parce que tu as encore cette sécrétion beaucoup trop élevée de cortisol. Concentre-toi sur la cause plutôt que la conséquence. Ok, de quelle façon j'alimente ce cortisol? Et tu verras avec le temps, ah tiens, je suis moins, en tout cas au début, moins déréalisé. Ça arrive moins souvent. Et après, tu vas aussi remarquer que, ah oui, ça, quand ça arrive, ça m'impacte moins, tu vois. Jusqu'à arriver à un stade où ça t'arrivera plus, et même si ça t'arrive, tu t'en foutras. D'accord? Voilà, voilà. Donc écoutez, là il est 46, on a un peu dépassé. Je vous propose de s'arrêter là. 46 minutes, ça fait une bonne vidéo YouTube. Merci d'être là. Merci d'être passé. Merci pour vos messages, c'est très gentil. J'espère avoir répondu à des questions qui, en tout cas, ont parlé au plus grand nombre de personnes. Si vous voulez revoir un peu tout ça, vous inquiétez pas. Dans une semaine, donc il y aura toujours un décalage, mais donc le dimanche prochain, il y aura la rediff, la rediffusion sur YouTube, en format vidéo comme ça. Donc c'est pour ça que je suis en mode vertical. D'ailleurs, vous pouvez tourner votre téléphone, hein. Si vous ne l'avez pas encore essayé, si vous tournez le téléphone, ce sera plus stylé. Mais aussi en version audio. Donc sur le podcast, En finir avec l'anxiété. Donc ça sera un nouveau format qui s'appellera le coaching live. Euh, et donc voilà. Donc comme d'hab, hein, si vous avez des questions, là il y a la vidéo qui vient de sortir ce soir. Donc allez la voir, c'est sur l'anxiété de respiration. Donc tous ceux qui ont une anxiété respiratoire, qui éprouvent de l'angoisse par rapport à la respiration. Euh, et dans les commentaires, vous pouvez juste dire, voilà, est-ce que je peux parler de ce sujet-là? C'est comme ça, de toute façon, hein, c'est la seule façon dont je trouve les idées pour mes vidéos, c'est en lisant vos commentaires. Même si je réponds pas forcément, je lis toujours vos commentaires et je me dis, ah oui, je sens que ce sujet il revient beaucoup. Et même si des fois il revient pas beaucoup, moi j'ai vraiment ce mindset dont on laisse personne derrière. Et donc des fois, si je vois qu'il y a un sujet qui, bah, comme la peur de déglutir ou la peur de pas réussir à respirer, qui est une peur assez niche, j'adresse le sujet, vous inquiétez pas, hein. Voilà, voilà. Écoutez, les amis, je vous envoie la force, comme d'hab, hein. Je crois en vous. Je crois en vous, clairement. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez encore fait un pas de plus vers la guérison. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez une question en commentaire dans les vidéos. Revenez ici, du coup, la semaine prochaine si vous voulez une nouvelle session, parce que ce sera, du coup, toutes les semaines. Toutes les semaines, on fera ça. Et vous aurez, du coup, les versions en rediffusion sur YouTube et sur Spotify. Et si vous êtes sur Spotify ou sur YouTube et que vous voulez aider la chaîne, mettez votre like, mettez votre commentaire, notez le podcast. Je ne sais pas comment ça marche. Ça permettra d'impacter plus de gens qui sont dans la même situation que vous. Et puis voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour vos messages. Je crois en vous et je vous dis à très soon. D'accord? Allez, ciao, ciao.